Bonsoir, bienvenue. Le soir du 31 juillet 1914, 5 hommes se réunirent pour dîner au Café Croissant à Paris. Tous étaient des membres éminents du mouvement socialiste français. Ils étaient en train de préparer un article pour l'Humanité afin de promouvoir l'action syndicale contre ce qui ressemblait de plus en plus à une guerre inévitable. L'un d'eux, le chef du groupe, était assis dos à une fenêtre ouverte, sans savoir qu'ils étaient observés de l'extérieur, quand 40 minutes plus tard, un jeune étudiant nationaliste, qui s'appelait Raoul Villa, s'est approché de lui par derrière, a pointé un revolver à travers la fenêtre ouverte et l'a abattu. Cet homme était Jean Jaurès, le chef des socialistes français, aujourd'hui reconnu comme l'une des figures politiques les plus importantes de l'histoire du mouvement socialiste, pas seulement en France, mais dans toute Europe. Il est célébré pour son éloquence, son engagement envers la justice sociale et son opposition inébranlable à la guerre. Le lendemain de son assassinat, le 1er août 1914, la France mobilisa son armée et la Première Guerre mondiale éclata. En Allemagne, le SPD vota pour la guerre. Le meurtre de Jaurès fut la dernière tentative des sociodémocrates de s'opposer au nationalisme et au militarisme en tant que mouvement unifié. Le dernier moment où la social-démocratie allemande s'affirmait encore comme un projet de changement social radical. Jaurès avait commencé sa carrière politique en tant que républicain avant de rejoindre les rangs socialistes en tant que l'un des premiers possibilistes, ceux qui tentaient de concilier réforme et révolution, plutôt que les considérer comme mutuellement exclusives. Mais savez-vous comment Jean Jaurès est devenu socialiste? Comme beaucoup d'entre nous, il avait rédigé une thèse de doctorat sur Kant. Ça arrive. Elle s'intitulait « Sur les premières délimitations du socialisme allemand dans les écrits de Luther, Kant, Fichte et Hegel ». Publiée en 1891, elle se concentrait sur la théorie de la propriété kantienne. Jaurès soutenait que l'idée kantienne d'une communion originelle de la terre et l'analyse du contrat social comme idéal rationnel régissant la relation entre les personnes et les choses conduisait au socialisme comme idéal politique. Dans la philosophie kantienne, Jaurès soutenait que l'individualisme et le socialisme ne s'opposaient pas comme s'ils étaient en contradiction, mais sont unis et réconciliés. La clé réside dans la théorie de la liberté kantienne, où la liberté n'est pas simplement une série de choix libres arbitraires, mais s'articule en relation avec la raison et le concept de devoir moral. La critique du capitalisme qui découle de l'application de la pensée kantienne est donc une critique morale, qui peut être complétée, mais pas remplacée, par l'analyse empirique des relations matérielles qu'offre une approche marxiste plus standard. La position de Jaurès n'était pas isolée. Elle était centrale dans une courant de pensée social-démocrate que les sociodémocrates contemporains ont presque complètement oubliée. Une tradition qui tentait de développer une critique morale du capitalisme, plutôt qu'une critique qui se concentre seulement sur les contradictions économiques. Ce que je veux essayer de faire dans cette conférence, c'est d'écrire ce que j'appellerais le socialisme moral, une version du projet socialiste qui s'appuie sur la fusion de la philosophie morale et de l'analyse sociale pour aborder les pathologies particulières des sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. L'effort vise à ressusciter une tradition qui a été prématurément supprimée par la violence nationaliste, par les catastrophes du XXe siècle et par la réduction de la social-démocratie à un projet de réforme libérale de l'État-nation. C'est la tradition que Edward Bernstein, un des pères fondateurs de la social-démocratie, appelait Kant contre Kant. Kant avec une K contre le Kant avec une C, où ce dernier ne peut pas désigner une manière irréelle de parler, ne peut que désigner une manière irréelle de parler, soit sans réfléchir,
soit utilisé avec la conscience de sa fausseté pour atteindre un quelconque objet. Comme j'ai déjà mentionné dans la conférence précédente, l'effort de récupérer cette tradition passe par le relancement de la méthode critique des Lumières, un projet qui nous permet de nous opposer à l'âge de la déraison dans laquelle nous vivons. Mais attention, la méthode critique n'est pas seulement un symptôme d'être critique, au sens courant, ni la propriété exclusive d'une seule tradition philosophique. Elle suggère un mode d'enquête qui s'interroge sur ce qui signifie la liberté et dans quelles conditions les sociétés permettent aux êtres humains de les réaliser dans leurs relations sociales. Ce qui rend la méthode cruciale, c'est qu'elle applique la raison aux conditions de son propre exercice, se demandant quelles structures sociales et matérielles nous permettent de compléter ce processus des Lumières et quelles transformations seraient nécessaires pour aligner les deux. En ce sens, la méthode critique de la raison est à la fois philosophique et politique. Philosophique parce qu'elle ne peut se passer de la question de ce que la raison exige, et politique parce qu'elle ne peut prétendre que ces exigences sont déjà satisfaites. Pour comprendre ce que le projet exige et comment la méthode critique peut être appliquée de manière productive à la critique du capitalisme, nous devons commencer par confronter la tradition du marxisme orthodoxe, et plus précisément le matérialisme historique dans sa formulation la plus célèbre. Le matérialisme historique est introduit par Marx de façon plus explicite dans l'idéologie allemande, écrite avec Friedrich Engels. Dans un passage d'engagement polémique avec la philosophie idéaliste allemande, Marx critique l'héritage des jeunes hegéliens pour avoir traité les idées de la conscience comme des moteurs principaux de l'histoire. Rejetant l'hypothèse que la réalité sociale puisse s'expliquer par la philosophie elle-même, Marx insiste plutôt pour partir des pratiques sociales concrètes et des conditions matérielles. Comme il nous dit, et je cite, « En contraste direct avec la philosophie allemande qui descend du ciel à la terre, le matérialisme historique monte de la terre au ciel. Nous partons d'hommes réels et actifs, et sur la base de leur processus de vie réel, nous démontrons le développement des réflexes idéologiques et des échos de ce processus de vie. La morale, la religion, la métaphysique, tout le reste de l'idéologie et leurs formes de conscience correspondantes ne conservent donc plus l'apparence d'indépendance. » Alors voilà la question essentielle avec laquelle la critique morale du capitalisme doit se confronter. Si la philosophie n'est qu'une forme d'idéologie, on ne peut pas arriver à une critique morale du capitalisme. Il faut voir si c'est vraiment le cas. La philosophie est-elle simplement une autre forme d'idéologie? Eh bien, ça dépend de ce que nous entendons par la philosophie. Une façon de répondre à la critique du matérialisme historique est de revenir à l'un des textes clés des Lumières allemandes, la critique de la raison pure, et plus précisément la section consacrée à ce que Kant appelle l'art du système, l'architectonique de la raison pure. Kant réfléchit ici à l'historicité de la raison, situant différents systèmes philosophiques dans un contexte évolutif où la raison réorganise à plusieurs reprises ses principes en réponse aux propres besoins. Les théories philosophiques ne sont donc pas de simples constructions abstraites, mais des tentatives historiques d'apporter unité et direction à la connaissance des êtres humains. Kant examine la pluralité des systèmes philosophiques, non pas pour les classer, mais pour montrer comment chacun représente un effort partiel et souvent déformé pour satisfaire la demande d'unité de la raison. La perspective architectonique lui permet de comprendre la philosophie comme une entreprise systématique qui évolue au fil du temps, façonnée par la lutte continue pour réconcilier ce que nous savons de l'humain et la manière dont nous appliquons ce savoir au monde. Comme Kant nous explique, tout intérêt de la raison tourne autour de 3 questions. Première question, que puis-je savoir? Deuxième question, que devrais-je faire? Troisième question, qu'est-ce que j'espère?
Ces dernières convergent à leur tour vers une quatrième, qui, comme Kant affirme dans son cours de logique, anime la philosophie dans son ensemble. Was ist der Mensch? Qu'est-ce que l'être humain? Alors, permettez-moi de revenir à l'objection clé du matérialisme historique à ce cadre. Dans l'idéologie allemande, comme nous avons vu, Marx nous explique que la morale, la religion, la métaphysique, tout le reste de l'idéologie ne conserve plus l'apparence d'indépendance. Mais alors, si toute la philosophie morale n'est elle-même qu'une forme d'idéologie, quelle critique morale peut-on construire de la société? Ce qui nous ramène à nos deux questions fondamentales. Qu'est-ce que la philosophie? Et est-ce que toute philosophie n'est qu'une forme d'idéologie? Dans la section sur l'architectonique de la raison pure, consacrée à l'unité du système, Kant soutient que la philosophie est la somme totale de tous nos efforts pour philosopher. Il ne parle pas des conditions matérielles dans lesquelles de tels efforts se développent, mais l'élaboration supplémentaire qu'il propose a des implications surprenantes sur la manière de penser le problème, y compris le défi du matérialisme historique. La section consacrée à l'architectonique distingue deux façons très différentes de comprendre les efforts philosophiques tels qu'ils se sont déroulés historiquement. Ce que Kant appelle le concept scolastique de la philosophie, Schulbegriff, et ce qu'il appelle le concept du monde de la philosophie, Weltbegriff. Alors, selon la première compréhension de la philosophie, Kant nous dit que la philosophie constitue le système de toute la cognition philosophique et vise à atteindre la perfection de la connaissance. C'est un idéal de complétion philosophique qui concerne à la fois l'organisation des cognitions au sein d'une science et la taxonomie des différentes sciences au sein d'un même système, dans un effort caractéristique des débats du XVIIIe siècle sur la relation entre les différentes sciences au sein d'un système. Pourtant, Kant n'est pas satisfait de cette définition. Il suggère qu'il existe une compréhension meilleure et plus riche de la philosophie, un concept universel qui définit comme la science de la relation de toute cognition aux fins essentielles de la raison humaine, c'est-à-dire une orientation vers la liberté. En d'autres termes, la question de la connaissance parfaite ne peut être dissociée de la valeur de la connaissance et de son rôle dans notre compréhension globale de la place de l'être humain dans le monde. Donc, sur la première définition de la philosophie, la définition scolastique, Kant précise que les représentants de la philosophie scolastique ne sont que des techniciens de la raison, Vernunftkünstler. Ils n'ont d'autre ambition que d'accumuler des connaissances sans jamais se demander à quoi elles servent. Suivant Socrate, Kant les appelle philodoxes, amateurs de ce que les anciens Grecs appelaient les doxa, c'est-à-dire amateurs d'opinion plutôt que d'amateurs de la sagesse. Et Kant est assez clair sur le fait que ce type de philosophie peut être, dans le sens exact de Marx, idéologique, une forme sophistique de travail intellectuel qui protège des intérêts particuliers tout en se présentant dans le langage des préoccupations universelles. En effet, comme le dit Kant, un philodoxe est lié à un philosophe de la même manière, je trouve ça super, dans lequel l'homme d'affaires est lié au législateur. En résumé, Kant est d'accord avec une certaine interprétation de l'approche matérialiste historique. Certaines façons de faire de la philosophie peuvent être considérées comme purement idéologiques. En défendant une compréhension cosmique de la philosophie comme une entreprise systématique guidée par notre vocation rationnelle, il livre une critique de la raison technocratique. Mais ce n'est pas tout. Kant soutient qu'il existe une façon de voir le philosophe comme un enseignant dans l'idéal. Dans cette seconde forme, Kant soutient, encore plus déconcertant, que la philosophie, eh bien, elle est introuvable. Car, comme il le dit, comment pouvons-nous savoir où elle se trouve? Qui en possède? Par quoi peut-on la reconnaître? C'est là que la question de la connaissance devient liée à la question de la valeur de la connaissance. Bien que les philosophes restent un idéal, on peut apprendre à philosopher. La philosophie, en ce sens, est une aspiration, une orientation,
une orientation vers un idéal qui ne peut être simplement lu à partir de l'état actuel du monde. Et pourtant, cette aspiration est, insiste Kant, constitutive de la raison elle-même. Le concept qui saisit le mieux ce qui distingue la méthode critique telle que je la développe ici et qui relie les dimensions théoriques et pratiques de la raison au projet socialiste, c'est le concept d'orientation. Il vaut la peine de le développer car c'est le concept dont tout le reste du système kantien découle et parce qu'il éclaire à la fois comment concilier les préoccupations intellectuelles clés des Lumières avec la critique de la société, la critique du capitalisme, et où cette contribution doit être développée davantage. Le mot orientation vient du latin oriens, c'est-à-dire la direction du soleil levant. S'orienter, c'est littéralement trouver où le soleil se lève. Kant explique cela dans un court essai, que signifie s'orienter dans la pensée, que je trouve utile comme point d'entrée dans son système, soit parce qu'il est court et économique, soit parce qu'il montre comment on peut rassembler ce qui pourrait autrement paraître comme des préoccupations philosophiques complètement séparées. La raison est, comme Kant insiste tout au long, à la fois la source de toute certitude et la source de tout doute. L'application des principes rationnels permet une compréhension systématique de la nature. Elle est à la racine de notre progrès scientifique et technologique. Ce sont, pense Kant, des véritables conquêtes à ne pas abandonner. Mais c'est aussi la raison même qui génère des doutes sceptiques, qui met en lumière les insuffisances de nos cadres, qui nous conduit à des antinomies et des contradictions lorsque nous essayons de les appliquer au-delà de ces limites. La critique de la raison pure est une espèce de Bildungsroman, un roman d'apprentissage où la raison découvre ses propres limites, apprend à distinguer ce qu'elle peut légitimement prétendre savoir de ce qu'elle ne peut pas, et ce faisant atteigne une sorte de maturité que ni la confiance dogmatique, ni le scepticisme résigné ne peuvent offrir. Et donc, on s'arrête ici pour dire quelque chose de plus précis sur ce que c'est la raison. La raison, telle que je la comprends, n'est pas une faculté qui se contente de lire des vérités morales préexistantes de la structure de l'univers, comme si c'était une sorte de télescope philosophique pointé vers un ciel moral fixe. Ce n'est pas non plus simplement l'ensemble de ce que les gens font lorsqu'ils délibèrent ou argumentent, une description des pratiques de raisonnement réel qui pourraient en principe être satisfaites par n'importe qui et par n'importe quel consensus atteint par une communauté particulière. La raison, dans le sens qui anime la méthode critique, est mieux comprise comme une pratique d'autoconstitution, l'activité continue par laquelle les êtres rationnels approuvent ou révisent de manière réfléchie les principes qui gouvernent leur vie en se demandant si les principes pourraient être universalisés, s'ils pouvaient être appliqués par tous sans saper les conditions mêmes qui rendent possible l'activité du raisonnement. Ce qui donne à la raison son autorité, ce n'est pas qu'elle suit des faits moraux indépendants de l'esprit, ni qu'elle reflète sur quoi les personnes s'accordent, mais que c'est le seul point d'appui qui est à la fois véritablement le nôtre, produit par notre propre activité réfléchie plutôt qu'imposée de l'extérieur, et véritablement universel, dans le sens où ses exigences sont en principe les mêmes pour tout agent capable de réflexion. Et c'est là que les besoins de la raison entrent en jeu. Parce que les besoins de la raison ne sont pas seulement les besoins d'une philosophie scolastique, d'une unité théorique complète des savoirs. Il y a aussi un intérêt pratique, les besoins de la philosophie comme une doctrine de la sagesse, la nécessité d'orientation dans la question de comment la liberté, qu'on présuppose quand on agit moralement, peut devenir aussi une possibilité concrète, une propriété des institutions parmi lesquelles nous organisons notre vie. Ce besoin pratique nous oblige à supposer la possibilité d'un ordre moral, un monde où l'aspiration à réaliser la liberté n'est pas simplement absurde. Lorsque nous affrontons la question plus profonde, à quoi se sert tout cela? Qu'est-ce qui nous porte à faire ce qui est juste dans un monde qui ne garantit pas la justice? Cela est pertinent pour le projet socialiste d'une manière que je pense est souvent mal comprise.
le Conseil d'orientation établit que la raison a une véritable autorité, que le point de vue à partir duquel nous critiquons les sociétés existantes n'est pas simplement un point de vue partisan, ni simplement l'expression d'un intérêt particulier ou d'une position de classe particulière. L'autodétermination rationnelle n'est donc ni une préférence des sujets individuels, ni le résultat d'une tradition culturelle, mais constitutive de ce que nous sommes comme êtres capables de rationalité. En même temps, et c'est à ce moment que l'analyse de la critique du capitalisme devient indispensable, le Conseil d'orientation nous rappelle aussi que ce point de vue universel n'est jamais complètement et simplement donné. Il doit toujours être construit, défendu et renouvelé contre les positions que les intérêts particuliers cherchent à naturaliser et à présenter comme universelles. La question n'est donc pas seulement normative, à quoi ressemble une société éclairée, mais aussi une question politique. Quel point de vue domine actuellement notre vie publique? Quels intérêts servent-ils? Et que faudrait-il pour créer les conditions dans lesquelles un raisonnement véritablement universel structure la vie politique? Comme nous avons déjà souligné la semaine dernière, les Lumières ne sont pas une période historique terminée, un chapitre que l'Europe a traversé au XVIIIe siècle et qu'elle peut aujourd'hui contempler avec une fierté confortable rétrospective. Il existe bien une capacité qui appartient à chaque être humain, la capacité à l'autodétermination rationnelle. Mais l'exercice de cette capacité dépend de nos circonstances sociales et de la relation que nous avons avec l'autorité. Kant distille le programme des Lumières dans 3 maximes de la pensée éclairée qui nous permettent de tourner le projet moral des Lumières dans un projet politique. Première maxime, réfléchissez par vous-même. Deuxième maxime, pensez à la place de tout le monde. Troisième maxime, pensez toujours de façon cohérente. Alors, ce sont 3 maximes très simples à énoncer et extraordinairement difficiles à pratiquer. Nous fournissons une norme pour mesurer soit le raisonnement des sujets, soit les structures sociales qui le façonnent. Penser par soi-même. Ça semble évident, jusqu'à ce qu'on remarque à quel point les structures des sociétés capitalistes travaillent systématiquement pour l'empêcher. Alors, considérons la manière dont l'intermédiation algorithmique fonctionne comme mécanisme de capture cognitive. L'intermédiation algorithmique signifie que les systèmes informatiques agissent comme des points intermédiaires entre les personnes et l'information, décidant quel contenu est affiché, caché ou priorisé en ligne. Ces systèmes reposent sur d'énormes quantités de données personnelles que les utilisateurs révèlent continuellement, souvent sans le savoir, via des clics, des likes, des recherches et des suivis de localisation. Les données sont concentrées dans les mains de quelques puissantes entreprises technologiques privées, leur permettant de façonner l'attention, les préférences et les comportements à grandes échelles. En conséquence, le principe de penser par soi-même est sapé parce que les individus sont poussés par les algorithmes invisibles et orientés vers le profit plutôt que de choisir librement ce qu'ils lisent, regardent ou croient, remplaçant progressivement le raisonnement indépendant par des habitudes et des hypothèses guidées par les algorithmes. Donc, penser par soi-même, au sens de Kant, nécessite non seulement le courage individuel, la sortie de la tutelle de la raison, mais un changement politique sur lequel le pouvoir des systèmes algorithmiques et des oligarques technologiques est démocratiquement limité. L'extraction de données est limitée et les citoyens retrouvent le contrôle collectif des conditions informationnelles qui façonnent le jugement et l'autonomie de la raison publique.
Permettez-moi de revenir à la deuxième maxime des Lumières. Pensez à la place de tout le monde. C'est là une maxime qui relie le raisonnement individuel le plus directement à l'ensemble social. Et c'est celle dont les revendications sont les plus systématiquement frustrées par l'organisation de la vie publique contemporaine. Et ici, le propos de Kant n'est pas seulement que nous devrions essayer d'être empathiques, même si l'empathie est importante, mais que l'argument rationnel nous oblige à tester nos conclusions selon la perspective de tous ceux qui en sont affectés. Un principe selon lequel on ne peut pas vouloir qu'il soit universel, que l'on ne pourrait pas approuver si on en était le bénéficiaire plutôt que celui qui en bénéficie, n'est pas un principe de raison, mais une rationalisation de l'intérêt particulier. Alors, réfléchissez à ce que cette maxime exige dans le contexte, par exemple, de l'Organisation mondiale des chaînes d'approvisionnement. Le consommateur dans un pays riche qui achète un vêtement bon marché ou un appareil électronique bon marché fait officiellement un choix libre sur un marché libre. Mais le prix de cette liberté n'est compréhensible que si l'on prend aussi le point de vue de la personne qui l'a produite dans des conditions de salaire, d'horaire et de sécurité que le consommateur n'accepterait jamais pour elle-même. Penser à la place de tout le monde, c'est refuser de traiter les conditions de leur production comme le problème de quelqu'un d'autre, comme extérieur aux relations sociales qui unissent producteurs et consommateurs dans un tout global. Permettez-moi maintenant de donner un troisième exemple, du point de vue de la maxime qui consiste à toujours à penser de manière cohérente. L'incohérence, la volonté d'appliquer des critères différents selon les intérêts en jeu, est l'une des signatures cognitives de la pensée idéologique. Considérons la défense libérale des droits de propriété, la revendication selon laquelle les individus ont droit aux fruits de leur travail. Ce que vous avez gagné par propre effort vous revient de droit. Que l'État n'a aucun droit légitime sur cela au-delà de ce qui est nécessaire pour des fonctions sociales fondamentales. Et c'est un argument déployé avec beaucoup d'énergie et de sophistication contre les mesures progressistes qui imposent des contraintes à la richesse. Fiscalité redistributrice, propriété collective, gestion des travailleurs, etc. Mais le même argument, appliqué de manière cohérente, génère aussi une critique dévastatrice de la richesse héritée, des rendements sur le capital qui n'ont aucun rapport avec le travail accompli par le propriétaire, et des droits de propriété de ceux qui ont acquis leurs biens par des processus sur lesquels ils n'avaient aucun contrôle. Donc, penser de façon cohérente signifie être prêt à suivre des principes vers une perspective cosmopolite qui nous invite à penser les droits de propriété de manière holistique et intégrée, non pas comme des revendications individuelles sur lesquelles repose la justification de l'autorité politique, mais comme un système de droit qui doit être universellement justifiable, compatible avec la liberté de tous et ancré dans un ordre politique et juridique partagé qui rend possible une autonomie réciproque. Et tout cela signifie, comme le dirait Kant, avoir le courage de suivre la raison plutôt que de simplement l'utiliser au service des arrangements existants. Donc, ce que la théorie socialiste ajoute, et c'est ce mouvement que Marx fait, et d'autres aussi, s'appuyant sur Kant et allant au-delà de cette tradition, c'est de donner un récit plus systématique et plus structurel des raisons pour lesquelles les conditions d'autonomie sont si systématiquement absentes dans les sociétés capitalistes. L'immaturité que Kant diagnostique a, selon l'analyse marxiste, une base structurelle dans le système économique actuel. Et là, le problème n'est pas seulement le manque de courage, mais les conditions de production de notre vie.
la structure du processus de travail, la concentration des ressources productives, l'organisation des médias et de la sphère publique, les appareils idéologiques qui reproduisent les relations sociales existantes comme naturelles et inévitables, en les présentant parfois comme la seule alternative raisonnable. Le socialisme n'est pas, selon cette vision, le projet platonicien des rois philosophes qui éclairent les masses d'en haut. Souvenez-vous comment, dans la République de Platon, ce qui est un texte critique envers la démocratie, et qui est un texte aussi qui ouvre la voie à la distinction entre opinion et sagesse, eh bien, Platon insistait sur le fait qu'il n'y aura pas fin aux troubles de l'État, ni même de l'humanité, je cite, tant que les philosophes ne deviendront pas rois ou que les rois ne deviendront philosophes. Alors, le socialisme moral est le contraire de cela. C'est le projet des citoyens qui deviennent philosophes. C'est le projet de la philosophie qui est un idéal et des essais, des tentatives de philosopher. C'est le projet d'une démocratie différente que de la simple règle des opinions. C'est la démocratie que nous avons, qui produit l'autoritarisme dont Platon nous prévoyait et qu'on connaît très bien maintenant. Marx critiquait l'idéalisme de la philosophie allemande, de Kant, de Hegel, en insistant que l'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes et que la force matérielle doit être renversée par la force matérielle. Mais il disait aussi, il ne faut pas oublier ça, que la théorie, une fois qu'elle s'empare des masses, peut devenir elle aussi une force matérielle. Donc, c'est vrai que l'argument moral n'est pas suffisant à lui seul pour transformer un ordre social dans lequel les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques ont des intérêts matériels dans les arrangements existants. Mais l'argument moral est nécessaire, car sans l'argument moral, la critique des armes que les marxistes nous proposent manque d'orientation. Comment alors repenser les Lumières comme un projet politique qui nous conduit vers le socialisme moral? Et ici, la distinction kantienne entre l'usage public et privé de la raison est l'endroit où cet argument prend la forme institutionnelle la plus concrète. Donc, c'est une distinction qu'on trouve dans les essais politiques de Kant et où Kant, par l'usage privé de la raison, entend l'usage de la raison dans l'exercice d'un rôle ou d'une fonction sociale particulière. Alors, en tant que soldat, fonctionnaire, médecin, banquier. Donc, dans votre qualité officielle, vous devez suivre les règles de l'institution, subordonner votre jugement personnel à ses exigences et agir conformément aux obligations du rôle social qu'on a. Et ce n'est pas pour Kant un problème en soi, parce que tous, nous agissons dans des rôles sociaux particuliers. Et l'acceptation rationnelle de ces rôles est ce qui rend possible une coopération sociale complexe. Mais la même personne, en tant que chercheur s'adressant au public, en tant que citoyen engagé dans une délibération publique, en tant que journaliste qui informe, a aussi la responsabilité de réfléchir au rôle social qu'elle occupe, en soumettant son raisonnement à un examen ouvert et en critiquant les institutions mêmes qu'elle obéit dans sa capacité privée, donc dans l'usage privé de la raison. Un des exemples de Kant, c'est le pasteur qui prêche les articles de sa foi, mais qui peut aussi rédiger des articles qui soutiennent une critique et que ces articles doivent être réformés. Le soldat qui obéit aux ordres quand il est dans son usage privé de la raison, donc à l'intérieur de son rôle social, peut publier un argument affirmant que la guerre est injuste en utilisant la raison publique. L'entrepreneur qui poursuit le profit peut critiquer le système qui pousse à tout cela. Donc, l'usage public de la raison est une étape cruciale dans le processus des Lumières, parce qu'il est régi par des normes de l'argumentation rationnelle plutôt que par l'autorité institutionnelle et orienté vers le type d'universalité
qui reste sur une conception relationnelle de la liberté. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, pensez à ce qui arrive à la sphère publique dans le système capitaliste. Les plateformes par lesquelles le discours public circule ne sont pas des canaux neutres pour les échanges des idées. Ce sont des infrastructures privées, gouvernées par le but lucratif et conçues pour maximiser l'engagement des personnes. Or, l'engagement, comme le confirme un nombre croissant de recherches, est maximisé non pas par l'échange réfléchi d'arguments rationnels, mais par la provocation de fortes réactions émotionnelles, indignation, anxiété, solidarité de la tribu assiégée, etc. Donc, les algorithmes qui déterminent ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas ne sont pas conçus pour faciliter l'usage public de la raison. Ils sont conçus pour garder les personnes sur les plateformes. Et donc là, il s'agit d'une structure idéologique au sens précis que la critique socialiste du capitalisme a en tête. Elle déforme systématiquement les conditions du discours rationnel de manière à servir les intérêts du capital tout en semblant, en nous offrant cette apparence d'étendre la liberté. Et cela produit à grande échelle exactement la condition de minorité et de tutelle propre de l'âge de la déraison. Un public formellement libre de parler, de lire, de délibérer, mais qui est structurellement entravé dans sa capacité à le faire comme l'exige une véritable autodétermination rationnelle. Donc, qui n'est pas capable de penser par lui-même, de penser de manière cohérente et de penser à la place, en se mettant à la place de tout le monde. La critique de cette structure de déraison nécessite de deux cadres simultanément. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi la fusion des maximes des Lumières et la critique marxiste de la société est aujourd'hui si importante. Parce que nous avons besoin de la critique structurelle, de l'analyse structurelle pour comprendre quel intérêt sert la structure et comment elle fonctionne. Comment ce n'est pas une technologie neutre, accidentellement colonisée par des mauvaises incitations, mais l'expression d'un type particulier d'organisation sociale de notre relation économique et politique. Et il nous faut aussi la philosophie morale pour exprimer ce qui ne va pas et ce qu'une utilisation véritablement publique de la raison exigerait. Donc, ce cadre philosophique est fondé sur une critique morale spécifique du capitalisme. Et, au contraire de la tradition du matérialisme historique, elle ne dépend d'aucune prédiction particulière concernant le développement historique du capitalisme, ou son effondrement inévitable, ou ce que la classe ouvrière fera spontanément. Son point de vue est le point de vue d'une critique qui est inscrite dans la philosophie des Lumières. Et la liberté relationnelle n'est pas seulement une liberté formelle, donc la liberté de faire tout ce qu'on peut se permettre, mais substantielle. C'est une liberté ancrée aux conditions réelles de l'autodétermination. Et donc, c'est ce que Jaurès entend quand il soutient que l'individualisme et le socialisme sont réconciliés plutôt que combattus dans le système kantien. L'individu dont Kant défend la liberté n'est pas le propriétaire isolé de la tradition libérale, au contraire de Locke, par exemple, qui fait de la propriété privée la fondation de la justification de l'autorité publique. Ce n'est pas celui qui possède la propriété privée parce qu'il possède les fruits de son travail et qui n'entre dans la société que pour protéger ce qu'il possède déjà. L'agent moral est constitutivement social pour Kant. Quelqu'un dont la liberté ne s'accomplit que par les relations avec les autres et dont la personnalité morale exige un monde social dans lequel les relations sont organisées selon des principes que tous pourraient approuver.
Donc, le problème du capitalisme, c'est que le capitalisme ne nous fournit pas ce monde social. Et la critique du capitalisme est l'argument selon lequel il échoue systématiquement et structurellement à promouvoir cette liberté relationnelle. Alors, l'une des contributions les plus importantes que la tradition marxiste apporte à cette critique morale est son exposé des mécanismes structurels par lesquels le capitalisme se reproduit et par lesquels le fossé entre la proclamation formelle de la liberté et le refus de ces aspects relationnels est maintenu et naturalisé. Et c'est là, je vais dire juste deux choses sur l'idéologie et l'aliénation, donc deux concepts clés de la tradition marxiste. Le concept d'idéologie se lie avec la tradition des Lumières parce qu'il pointe vers la manière dont les fausses croyances sur les arrangements sociaux ne sont pas simplement des erreurs individuelles de jugement, mais se sont reproduites par des conditions matérielles de la vie sociale d'une manière qui sert les intérêts de ceux qui bénéficient de l'état de fait existant. Donc, par exemple, le citoyen français qui pense que la crise de son pays peut être résolue en déportant les immigrants, ou qui pense que les conflits des sociétés contemporaines ont des racines religieuses ou culturelles et non pas économiques et politiques, eh bien, ce citoyen ne fait pas simplement une erreur cognitive que de meilleures informations pourraient corriger. Il soutient une interprétation hégémonique dans l'appareil de son monde social. Le système juridique, la plupart des idéologies, des idées dominantes, les médias, le bon sens de sa communauté, lui disent constamment qu'il a évidemment raison. C'est ça la cause du conflit, c'est les immigrants, c'est la guerre des civilisations, c'est les conflits culturels. Et donc, la source du problème, l'idéologie dominante nous dit que la source du problème, c'est la malignité des personnes et non pas l'injustice d'un système qui produit ces conflits-là. Et c'est ce que Marx aussi entend quand il affirme que les idées dominantes de chaque époque sont celles de la classe dirigeante. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la classe dirigeante propage consciemment ces mensonges, mais que les relations sociales de production génèrent, en accompagnement naturel, un ensemble de représentations de ces relations qui les fait paraître naturelles, nécessaires et justes. Alors, l'autre concept qui est aussi très important de la tradition marxiste, pour faire un autre exemple, le concept d'aliénation, il pointe le même problème au niveau de l'expérience plutôt que de la croyance. Donc, l'idéologie, c'est le problème de la croyance, l'aliénation, c'est le problème de l'expérience. Dans le travail aliéné, les produits de l'activité créative humaine, de l'application de la raison, apparaissent comme des pouvoirs étrangers confrontés aux travailleurs de l'extérieur, plutôt que comme des expressions de cette capacité humaine. Les relations sociales par lesquelles les personnes interagissent apparaissent comme des propriétés naturelles des choses, comme le fétichisme de la marchandise, par exemple, que Marx aussi analyse, plutôt que comme le résultat de structures humaines qui sont produites par la raison humaine et modifiables aussi avec l'intervention de la raison humaine. Cette mystification est aussi une caractéristique structurelle des relations sociales capitalistes. La manière dont les relations apparaissent aux personnes qui y vivent et la manière dont cette apparence est reproduite à chaque transaction qui a lieu. Et donc, ces deux concepts peuvent être compris comme une analyse matérialiste de ce que nous avons appelé l'âge de la déraison. Donc, c'est une interprétation qui nous explique quelles sont les causes, les phénomènes dans la réalité matérielle qui produisent la déraison. Un monde social qui poursuit le savoir sans s'interroger quel est son but, déforme systématiquement l'information dont nous disposons et récompense la conformité aux normes existantes. Et donc, au sens de Kant, ce monde-là est un monde qui récompense l'immaturité de la raison.
Mais cette immaturité n'est pas autogénérée au sens individuel psychologique. C'est structurellement incité. Et le projet socialiste, voire socialisme moral, est le projet de créer les conditions dans lesquelles une véritable autodétermination rationnelle devient possible. Donc, la pertinence de la méthode critique pour la critique du capitalisme réside dans sa capacité à maintenir ensemble ce que les traditions de gauche dominantes ont eu tendance à séparer, c'est-à-dire d'un côté la raison et de l'autre côté l'histoire, d'un côté l'enquête morale et de l'autre côté l'analyse structurelle, d'un côté la question philosophique de ce qui devrait être et de l'autre côté la question politique et sociale de ce qui se dresse en chemin. Et s'appuyant soit sur Kant, soit sur Marx, mon approche examine les fondements de notre société et comment les structures sous lesquelles nous vivons guident l'action humaine, en se demandant à la fois à quoi ressemblerait un ordre social existant qui serait différent et qui puisse nous porter vers une véritable autodétermination rationnelle, et comment l'ordre social existant ne la tient pas systématiquement. Donc, quel est le gap, la différence entre le monde dans lequel nous vivons, qui récompense la déraison, et comment arriver à un autre monde possible qui récompense l'autodétermination rationnelle. Et donc, leur dialogue entre ces deux perspectives, bien compris, nous permet d'imaginer une liberté relationnelle enracinée dans un autre monde social. Une liberté qui n'est pas seulement l'absence de contraintes, mais la reconstruction de l'autonomie au sein d'un monde social organisé pour rendre cette capacité efficace. Nous vivons dans des sociétés caractérisées par un fossé grandissant entre la proclamation formelle de l'égalité et de la liberté, qui est inscrite dans les constitutions, dans les déclarations de droits de l'homme, dans les procédures démocratiques, et la réalité matérielle de l'absence structurelle de liberté. La concentration de richesses et de ressources productives a atteint des niveaux qui auraient semblé extraordinaires à la plupart des observateurs du milieu du XXe siècle. Les systèmes politiques censés traduire la souveraineté populaire en transformation sociale ont été largement capturés par les intérêts du capital. La sphère publique, nous venons de le dire, à travers laquelle nous sommes censés délibérer librement, a été colonisée par les plateformes privées dont le modèle économique dépend de la manipulation systématique des préférences. Et la crise écologique a introduit une nouvelle dimension. La question n'est plus seulement de savoir qui reçoit combien du produit de la société capitaliste, mais de savoir si la société capitaliste telle qu'elle est actuellement organisée est compatible avec la continuité de la vie humaine pour les générations futures. Donc, face à ces défis, ce dont la tradition socialiste a besoin ne sont pas de nouvelles politiques en tant qu'elles, aussi importantes que les politiques soient, mais d'un nouveau récit. Et ce nouveau récit peut émerger d'une méthode critique renouvelée, capable d'expliquer pourquoi les échecs du monde contemporain ne sont pas seulement des conséquences malheureuses, mais des violations de la liberté. Et c'est exactement ce que la fusion entre la philosophie morale critique et l'analyse de la société matérielle peut nous offrir. Kant, le concept de raison, le concept de liberté relationnelle, nous donne la grammaire morale, les ressources conceptuelles pour expliquer pourquoi la subordination des personnes à l'accumulation de capital est erronée et à quoi ressemblerait un ordre social orienté vers une véritable autodétermination rationnelle pour tous. D'autre côté, Marx, la tradition marxiste, nous donne le vocabulaire sociologique et historique.
Donc, les concepts à travers lesquels nous pouvons retracer comment fonctionne réellement l'ordre existant, comment les États libéraux consolident systématiquement le pouvoir des élites économiques et comment cela génère la résistance qui peut nous porter à une nouvelle transformation. Parce que si la liberté n'est intelligible que dans un système de relations rationnelles, de liberté mutuelle, si ma liberté n'est pas dissociable de la question de votre liberté et que les deux ne sont cohérentes que dans un cadre de loi universelle, alors vous ne pouvez penser à la liberté dans aucun domaine sans penser à l'ensemble social. L'individu est constitutivement un être social, quelqu'un dont la liberté ne s'accomplit que dans et à travers les relations avec autrui, et dont la personnalité morale exige que les autres la reconnaissent et la respectent en retour. C'est ce qui nous empêche de considérer la liberté comme une propriété qui peut simplement être additionnée entre individus. Certains avec plus de liberté, autres avec moins, mais chacun possédant une part de la sienne. La liberté, selon la tradition kantienne morale, n'est pas cela. C'est une propriété relationnelle des structures sociales qui se réfléchit dans les structures sociales. Soit vous avez un ordre social qui permet l'autodétermination rationnelle de tous les membres, soit vous ne l'avez pas. Et le capitalisme, sous les formes actuelles, ne le fait pas. Non pas à cause des échecs individuels de volonté ou de vertu, mais, comme nous avons vu, à cause des relations structurelles qu'il exige et reproduit. Mais, d'autre côté, la liberté, du point de vue que je souhaite développer ici, n'est pas seulement un concept critique, n'est pas seulement un moyen de rendre visible ce que le capitalisme bloque. C'est aussi, et je pense à ça plus fondamentalement, un idéal régulateur, dans la conception kantienne, un idéal régulateur historicisé, donc une direction de mouvement que la pratique rationnelle constitue en avançant vers elle, plutôt qu'un plan à élaborer à l'avance et à mettre en œuvre. Parce que le tout n'est jamais simplement donné, jamais accessible à être saisi d'un point de vue privilégié en dehors des relations sociales dans lesquelles nous sommes ancrés, et jamais un idéal utopique abstrait. C'est-à-dire que les trois maximes de la pensée éclairée, penser pour soi-même, penser à la place de tout le monde, penser de manière cohérente, ne sont pas donc seulement des vertus épistémiques, comme la tradition libérale nous suggère. Ce sont des descriptions de l'intérieur, de ce à quoi ressemble la pratique collective visant à une véritable réalisation de la liberté. Donc, des perspectives partielles mises en relation, testées face à la demande de l'universalisation, puis revisées à la lumière de ce que cette exigence nous révèle. Et alors, le socialisme moral n'est pas utopique au sens péjoratif. Ce n'est pas un rêve d'une société parfaite qui flotte libre de toute contrainte historique. C'est le nom d'une pratique de critique et de transformation constituée par son propre mouvement et qui trouve son orientation non pas dans une image fixe de l'avenir, mais dans le travail continu de concrétisation des exigences de la raison. Jean Jaurès a été abattu parce que ce genre de politique était dangereux. Dangereux pour le pouvoir qui dépend de la séparation entre évaluation morale et analyse structurelle. C'est-à-dire que ceux qui réfléchissent attentivement aux questions de la justice ne réfléchissent pas aussi attentivement aux questions du pouvoir, et ceux qui comprennent ce que le pouvoir demande n'ont pas non plus une explication établie de ce que la justice exige. Donc, ils ne réussissent pas à comprendre la justice et le pouvoir à contenir les mêmes dans une même pensée, comme disait un des poètes anglais. Mais le projet qui Jean Jaurès incarnait n'est pas mort avec lui. Il peut donc aussi être récupéré.
et la base philosophique de récupérer ce projet-là pour la critique des relations sociales capitalistes, pour l'analyse de ce que les Lumières exigent réellement, pour comprendre ce qui ne va pas dans la sphère publique contemporaine, réside dans une compréhension particulière de la liberté. Donc, la question clé est qu'est-ce que cela signifie agir moralement? Pourquoi la seule conception plausible de la liberté est une conception relationnelle? Et si la liberté morale exige certaines conditions sociales et politiques, qu'est-ce que cela nous dit sur notre ordre social? Alors, je ne vais pas essayer de répondre à ces questions-là, parce que ce seront les questions que je vais poser dans la prochaine conférence. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.